Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis de la presse, avant toute chose, je vous salue tous et toutes et vous remercie pour votre présence à ce point de presse sur le conflit dans le territoire de Kwamout. Nous tous, nous avons une notion de géographie, nous savons où se trouve Kwamout. Parle de Kwamout. Comment est-il organisé sur le plan administratif? Je crois que c'est important de le savoir avant d'aller plus loin. Situé dans la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo, le territoire de Kwamout a comme chef-lieu la cité de Kwamout. Situé à plus ou moins 200 km du centre-ville de Kinshasa, le long du fleuve. Avec une superficie d'environ 15 000 km² et une population estimée à 200 000 habitants. Ce territoire comporte un seul secteur de Batéké Sud, avec comme chef-lieu Toa, lequel renferme 3 groupements. Le groupement de Batéké Sud, comme chef-lieu Doumou, le groupement de Baboma Sud, chef-lieu Boku, et le groupement de Baboma Bankou, chef-lieu Bokala. C'est un territoire qui a une très faible densité démographique. C'est plutôt un territoire presque vide. Sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Église, une bonne partie, l'essentiel du territoire de Kwamout, relève de la juridiction ecclésiastique de Kinshasa. C'est donc en ma qualité de pasteur propre de cette église locale que je me suis senti dans l'obligation morale d'effectuer une double visite pastorale de réconfort moral et spirituel auprès de ces populations sinistrées. Mais au-delà de cette visite de réconfort, ma préoccupation était surtout d'écouter de mes propres oreilles, de voir de mes propres yeux et de mes propres mains la réalité sur terrain pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé et se passe probablement encore et pour en tirer des leçons pour nous aujourd'hui et pour l'avenir. Mais bien avant toute chose, je voudrais d'abord vous donner un bref rappel historique de ces conflits. Ça peut vous permettre de cerner la genèse et l'amplification du conflit. De la genèse du conflit. Ces conflits se passent essentiellement à l'intérieur du territoire de Kwamout, pas au centre du territoire qu'est Kwamout cité. À Kwamout cité, il ne s'est rien passé.
sinon le contre-coup de ce qui se passe à l'intérieur. Le conflit a éclaté dans le secteur des Batéké Sud qui coïncide avec le territoire de Kwamout, mais particulièrement dans le groupement des Batéké Sud. Il y a aussi un groupement comme ça. La cause, comme nous tous nous le savons, tout est parti de la majoration des redevances coutumières sur le produit issu de récoltes de terres exploitées que payent les campeurs. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas, sont les fermiers. Qui ont des terres en location dans le village Massiambé. Groupement Doumou, secteur de Batéké Sud. Cette situation remonte déjà au mois de février. C'est depuis le mois de février que ces conflits couvaient autour de la redevance. Un chef de terre a augmenté la redevance que les planteurs ou les fermiers lui devaient. Et tout se passe à Massiambé. Pour votre meilleure compréhension, il s'agit dans ces territoires de 3 Massia dont on parle. Il y a Massiakwa, il y a Massiambé et Massiambio. Quelques mois plus tard, après ces conflits autour de l'augmentation des redevances, une lettre prétendue venir du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, serait envoyée au chef de groupement et chef de terre de Doumou, faisant objet de mise en sécurité de tous les fermiers habitant le groupement et terre de Doumou. Le porteur de cette lettre, c'est un certain Cordon Willy, et il est connu. Cette lettre était vendue aux fermiers et il le vendait à 25 000 francs congolais. Le fermier qui a cette lettre ne peut plus payer sa redevance au chef de terre Téké. Et ça s'est vendu dans le territoire comme du petit pain. Mais ce petit conflit autour de la redevance ou des redevances va se développer. Ici, on cite souvent le nom du Cordon Willy, c'est lui qui a apporté cette lettre-là. Il est bien connu. Il est venu de Kinshasa pour installer un nouveau parti politique dénommé Union des nationalistes révolutionnaires dans les territoires de Kwamout. Et il est à noter que ce fameux Cordon Willy, qui est venu installer son parti, Union des nationalistes révolutionnaires, dans le territoire de Kwamout, n'est pas Téké. Il n'est pas Téké. Il arrive à Kwamout Cité, un vendredi comme aujourd'hui, au moment où l'administration était déjà fermée. Les autorités administratives lui demandent de patienter jusqu'au lundi, jour ouvrable. Mais le Cordon Willy serait accompagné de M. Clovis de la ferme Lonamboto, de M. Lambert de la ferme Merci Jéhovah et de M. Ephraim de la ferme Mandela. Le Cordon Willy aurait nommé à cette occasion un nouveau chef de groupement au nom de Sankapeta Ephraim Yaka, originaire de Kasongolunda. Et ça se passe
dans les fermes, dans les territoires de Kwamut, qui n'est pas la terre des Yaka. Et le fameux cordon Willy annonce déjà dans les territoires que le chef Kianfu Odon, présenté comme le chef traditionnel des Yaka, viendrait pour installer ces chefs que lui-même a nommés. En fait, c'est Kianfu. C'est un faux. Parce que les Yaka eux-mêmes ne le reconnaissent pas comme leur chef. Et c'est ce fameux Kianfu que nous avons tous vu s'afficher à Kinshasa avec les autorités du pays, voire même avec le chef de l'État. Vous avez vu une image avec 3 chefs qu'on présentait comme le chef Yaka, le chef Teke et le chef Soukou. Or, celui-là, c'est un faux. Alors qu'il est un des éléments de la dégénérescence du conflit dans le Kwamut, c'est même faux Kianfu serait même envoyé en mission de pacification dans les territoires en conflit, au grand mécontentement et étonnement de tous. En effet, ces faux Kianfu Odon seraient passés dans tous les villages sur la route nationale 17, c'est la route qui part de Mongata en passant par Masiambio jusqu'à Bandoudo. Lui, il est passé là-bas dans les villages qui sont des fermes ou des grands centres qui sont nés de ces fermes où les Yaka sont majoritaires, préparant ainsi l'intronisation de nouveaux chefs coutumiers afin de bénéficier des redevances que l'État accorderait lors de la réhabilitation et de l'asphaltage de la route qui traverse ces villages et fermes. Ça, ce sont les préalables. Mais le conflit va dégénérer en drame à partir de Masiambe, avec l'avènement du nouveau chef de terre qui a exigé le paiement de la taxe coutumière qu'on appelle là-bas Kobalola Munokoyandako. Kobalola Munokoyandako. Ça, ce sont les redevances. Un nouveau chef de terre à Masiambe fait augmenter la redevance. Cette taxe devrait être perçue pour que l'autorité coutumière reconnaisse le fermier. Utilisant la brutalité lors du recouvrement, un agent du chef coutumier blesse un fermier Yaka. Pour se venger, les autres fermiers et leurs travailleurs, qu'on appelle là-bas des combattants, ce sont des jeunes gens qu'on vient recruter ici à Kinshasa, principalement à Massina. Parfois ce sont de Koulouna, parfois ce sont des jeunes désœuvreux qu'on embauche pour aller travailler dans les fermes sur le territoire de Kwamut. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des grands champs, des grandes fermes. Mais la main-d'œuvre vient de Massina. Alors, quand un fermier Yaka est blessé, les autres fermiers, avec tous leurs combattants, se coalisent avec cette particularité que ces fermiers qui se coalisent pour venger les Yaka qui a été blessé ne sont pas tous des Yaka.
Certains d'entre eux proviennent de l'Équateur, ce qu'on appelle les grands camps là, camp Nganda, Bangala, c'est le camp de Bangala, c'est le plus grand, ça s'appelle Nana Bangala, mais là-dedans, il n'y a pas que les Bangala, il y a des Baluba, il y a des Batete là, ils sont très nombreux, et il y a toutes les tribus du Grand Bandundu venant du Kwango, du Kwilu, ils se retrouvent là-bas. Mais on les appelle tous des Yaka. Retenez ça bien. On les appelle tous des Yaka. Les Baluba, les Batetela, les Bangala et les autres peuples du Bandundu qui sont là. Et ceux que nous avons pu constater, ce sont les Yanzi, ce sont les Mbala, ce sont les Tende, ils sont tous là-bas. Mais on les appelle tous Yaka. Pour se défendre, donc cette coalition de ces fermiers et leurs travailleurs, qu'on appelle globalement des Yaka, mais il est vrai que la majorité sont des Yaka, mais tous ne sont pas des Yaka. Ils vont menacer le chef qui a blessé les Yaka, et pour se défendre, le fils de ce chef fera usage d'une arme de chasse. Une balle partira de ces fusils et comme conséquence, il aura le premier décès. Un combattant est tué. Ces combattants, tués par le fils du chef de Teke, était un Yanzi originaire de Massimanimba. Il n'était pas Yaka. Comme de coutume, en cas de mort dans nos villages, surtout de façon accidentelle, par peur des autorités sécuritaires, les villageois du lieu de l'accident ou du lieu de la mort préfèrent se déplacer jusqu'à la calmie totale de la situation. Quand il y a eu ces cas de mort, tous les villages ont fui. Et les gens ont fui pourquoi? Les gens ont fui la répression des autorités. Parce que quand il y a un accident comme ça, l'autorité policière débarque dans le village et parfois on ne fait pas la distinction entre le vrai coupable et les villageois, les paisibles villageois. Alors pour prévenir, les gens ont fui. Ce qui va créer un premier mouvement de panique dans cette contrée. Voyant ce mouvement de fuite, les fermiers avec leurs combattants, en majorité Yaka, commencèrent à brûler le village de Massiandé pour venger les leurs qui a été tué. Puisque les gens ont fui, on brûle leur village. La revendication va alors cesser. À partir de ce moment, la revendication qui était le problème de redevance se transforme pour devenir une revendication de propriété des terres du plateau de Bateke par des fermiers ou des campeurs qui détiendraient une copie de la lettre du ministre de l'Intérieur. On assiste à un changement. Hier, les fermiers et leurs campeurs, leurs combattants, se battaient pour abolir ou pour diminuer
les redevances que le chef Téké demandait. Mais dans cette confusion où il y a un mort et les villageois Téké ont fui, les autres commencent à brûler leur village. La revendication change de camp et on commence à poursuivre le chef Téké et à occuper, à brûler les villages laissés vides par les Téké. C'est à partir de ce moment qu'on va égorger un chef Téké et de là, le mouvement va continuer à partir de Massiambé jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. Pour beaucoup, on ne comprend pas ce que je suis en train de raconter, mais il y a une carte ici qui le montre. Hein. Vous allez voir sur cette carte où se trouve Kwamut et les cités dont je parle. Nous sommes ici à Kinshasa. Et Kwamut est là, à l'embouchure de la rivière Kwa. Massiakwa se trouve ici, sur la rivière Kwa. Mais les événements ont commencé à l'intérieur, ici. Et c'est ici, Massiambé. Tout est parti de là. En allant vers Massiakwa, ici. Et quand ces groupes composés de fermiers et leurs travailleurs arrivent à Massiakwa, l'événement, c'est ce que vous avez suivi sur le vidéo avec le prêtre qui raconte leur arrivée à Massiakwa. Dès que les autres Téké qui sont sur cette route, ça c'est la route nationale numéro 17, qui part de Mongata, ici, ça c'est Mongata, ça passe par Massiambio. Massiambio qui est là, et la route continue jusqu'à Bandundu. Sur cette route, il y a des Téké. Et la grande ferme qu'on appelle Bétani, qui est le Nganda Bangala, plein de gens venus d'ailleurs. Quand les gens de ces villages, les Batéké, qui sont le long de cette route, apprennent à ceux qui fuient les événements à l'intérieur que ces groupes qu'on appelle globalement des Yaka ont tué les leurs, ont égorgé des chefs traditionnels, le mouvement va partir du village Bissiala. Bissiala se trouve là, et eux s'organisent. Là, ce sont des Batéké qui s'organisent pour aller attaquer ceux qu'ils considèrent comme des Bayaka du village Bétani, au camp Bangala. Là, ils ont aussi brûlé et ils ont aussi fait des massacres. C'est alors que la population de Bétani, c'est-à-dire Senganda, Bangala avec plusieurs fermes tout autour, vont s'organiser pour mener une mission punitive contre les Batéké de Bissiala, et ils vont continuer le long de cette route nationale 17 en brûlant toutes les maisons, tout ce qu'ils trouvaient, jusqu'au camp Bankou, qui est déjà proche de Bandundu. Ça, c'est sur le plan de déroulement des événements. Laissez un peu les autres là, parce qu'on ne voit plus rien. Ça, c'est sur le plan de déroulement des événements. Aujourd'hui, on compte plus ou moins 170 morts, entre 170 et 175, comme victimes de cet événement. Mais la population de personnes déplacées
est énorme. Un grand groupe est à Bandundu, ceux que j'ai rencontrés. Il y en a qui sont un peu éparpillés partout. Il y en a qui ont fui jusqu'à Kinshasa. D'autres sont allés à Kenge. D'autres encore jusqu'à Mouchi. Qu'est-ce que nous tirons de ça comme enseignement? Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. 1. Premier enseignement. 1. Nous sommes ici en face d'un conflit intercommunautaire et pas, comme cela est décrit de manière simpliste, comme un conflit Téké-Yaka. C'est une grosse aberration avec des conséquences que nous ne mesurons pas. Ce qui se passe à Kwamout n'est pas du tout un conflit ethnique entre Téké et Yaka. La réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. De fait, plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Nyanzi, etc., pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits, même si les Yaka sont majoritaires dans cette contrée. Et dans l'imaginaire collectif, pratiquement pour les Téké, tous ceux qui ne sont pas des Téké et qui sont impliqués dans ces conflits, on les range dans la catégorie des Yaka. Premier enseignement. 2. Il s'agit principalement de conflits liés à la question des terres et donc de propriété. Ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit autour de la gestion des fermes, des plantations que les autres ont achetées aux Téké ou qu'ils sont en train de louer aux Téké. À l'origine, le territoire de Kwamout appartenait essentiellement aux Téké. Et on peut dire que cette terre de Kwamout est la terre des Téké. On parle de plateau de Batéké. Mais au fil des années, d'autres tribus sont venues s'y installer, soit en prenant des terres en location, soit en achetant des terres, devenant ainsi des propriétaires, employant de la main-d'œuvre qui vient de partout et surtout des quartiers populaires de Kinshasa, Massina en particulier. Actuellement, on ne peut pas dire que les Téké sont toujours majoritaires sur ces territoires désormais habités par d'autres peuples. La vérité, c'est que les Batéké sont devenus minoritaires dans le territoire de Kwamout. L'extension de ces conflits. Nous avons noté qu'il y a extension de ces conflits au-delà du territoire de Kwamout, vers les territoires voisins, notamment le territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Et si on n'y prend pas garde, et si on ne traite pas bien ces conflits qui se vivent dans le territoire de Kwamout, ces conflits finira par atteindre Kinshasa. Parce que Kwamout, c'est à la porte de Kinshasa. Kwamout n'est pas loin, c'est juste ici. Et les Batéké, quand vous êtes ici à partir de l'aéroport de Njili, toutes les terres qui sont là au-delà, ce sont les terres des Batéké. Vers le centre-ville, ça, ce sont les terres de Wumbu. Les Wumbu, qui sont aussi le cousin des Téké. De plus en plus, on parle
Tekeumbo. Le Tekeumbo. Si un événement comme ça se passe et qu'on sous-estime en sachant que la population de Mastina est essentiellement composée de peuples provenant du Grand Bandundu et essentiellement des Bateke et des Bayaka, vous risquez d'avoir les répercussions de ce qui se passe à Kwamouth demain, ici dans la ville de Kinshasa, particulièrement à Masina. 4. Il y a superposition entre l'autorité de l'administrateur du territoire de Kwamouth et l'autorité du chef de secteur. Je vous ai dit, le territoire coïncide avec les secteurs, ce qui est une anomalie. Normalement, un territoire est subdivisé en quelques secteurs. Et les secteurs sont subdivisés en groupements. Or, à Kwamouth, il y a une situation assez particulière. Le territoire coïncide avec le secteur. Ce qui fait qu'en réalité, il y a deux autorités dans ce même territoire. Ce qui crée confusion. À cela, il faut ajouter l'éloignement de l'autorité provinciale de Mai-Ndombe par rapport au territoire de Kwamouth. Si vous regardez bien sur ma carte là, de tout à l'heure, on peut se poser des questions. Comment c'est possible que le territoire de Kwamouth soit rattaché à la province de Mai-Ndombe, qui est tellement loin, alors que Kwamouth est coincé entre Kinshasa, Kwango et Kwilu. Nous sommes ici. Kwamouth est là, ici. Ça, c'est Kwamouth. Vous avez Kinshasa, qui fait un ensemble pratiquement avec Kwamouth. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan ecclésiastique, Kwamouth appartient à l'archidiocèse de Kinshasa, pour l'essentiel. Ici, vous avez la province du Kwango, avec chef-lieu Kenge. Et de l'autre côté, vous avez la province du Kwilu, avec chef-lieu la ville de Bango. Mai-Ndombe est de l'autre côté là-bas. Et le chef-lieu, c'est Inongo. Inongo est là. Là. Les autorités provinciales qui sont à Inongo n'ont pratiquement aucun contact avec le territoire de Kwamouth. Et d'un coup, Kwamouth fonctionne comme un territoire abandonné. Ok. 4. Non, c'est simple. Il y a des personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans ces conflits, et ces personnes sont bien connues. Et ils circulent librement ici à Kinshasa et à travers le pays sans être inquiétés. Et lorsqu'ils sont arrêtés ou acheminés vers Kinshasa, ils sont tout de suite libérés sans autre forme de procès et sans que justice soit rendue. C'est notamment le cas du faux Kiafou, Odan. Tout le monde le connaît et il est à l'origine de l'aggravation de ces conflits. Et on le voit se promener à Kinshasa et il affiche avec le président de la République
ce qui choque énormément les Batékés. Il y a le cas d'un certain Cordon Willy qui avait amené cette lettre et la question a été posée au ministre de l'Intérieur quand il est allé à Kwamout. Lui-même a dit que cette lettre était un faux. Mais quand c'est reconnu comme un faux, qu'est-ce qu'on fait de l'auteur? On a l'impression que les types continuent à se promener tranquillement. 6. L'arrivée et la présence rassurante et sécurisante de l'armée et de la police congolaise sur les lieux, notamment sur la route nationale 17, même s'il se pose cruellement un problème de mobilité et donc de logistique. Nous avons salué la présence de l'armée à Massiambio. Ils venaient d'arriver, mais leur présence avec un général qui commande les opérations sur l'axe Mongata-Bandundu, le général s'est installé à Massiambio, à mi-chemin. Ça rassure tout au long de la route et nous avons effectué cette route sans problème. Nous pensons qu'ici, il faut vraiment remercier, féliciter les autorités qui ont pris cette décision maintenant pour envoyer l'armée. J'ai eu l'occasion de le dire hier au Premier ministre. Mais il faut renforcer le moyen logistique de nos forces de sécurité dans ces coins. Aussi la présence rassurante de l'Église catholique, c'est-à-dire des personnes consacrées, religieuses, aussi bien de l'archidiocèse de Kinshasa que du diocèse de Kenge, sur ces lieux. Vous avez entendu le prêtre parler. Pendant tous ces événements, lui est resté là-bas. Et c'est lui qui a pu organiser le secours, même aussi donner refuge à la population qui était complètement démolie après le passage des enseignants qui avaient égorgé le chef Téké à Massiakwa. J'ai eu l'occasion de leur exprimer toute la gratitude de l'Église pour leur dévouement au milieu de leur peuple en difficulté. Notamment dans la paroisse de Kwamout, c'était le jeune prêtre abbé Audrey Gaëtan Sirele, il s'appelle comme ça. Il est resté seul pendant les et l'abbé Liévin Kambou, c'est lui qui est là-bas et il est resté pendant tous les événements. Nous avons rencontré le prêtre qui est curé de la paroisse Massiambio. Lui aussi, c'est grâce à sa présence et quand l'armée est arrivée, le général a pu loger à la paroisse. Enfin, 8e observation, c'est le rapprochement à faire entre les événements qui se passent actuellement à Kwamout et les massacres qui ont eu lieu en 2018 à Yumbi. Comme dans ces pays, nous avons la mémoire courte, plus personne ne parle de ce qui s'est passé à Yumbi. À Yumbi, il y a eu plus de 500 morts. À Kwamout, aujourd'hui, nous en sommes autour de 170. Mais il y a un élément quand même qui nous étonne, ces deux événements se passent toujours à l'approche des élections. À Yumbi, c'était en 2018. Et les deux se passent dans la même province de Maïndombe. Ça donne à réfléchir. De même, il y a la question du bloc pétrolier et celle de la réhabilitation de la route nationale 17.
qui jouerait un rôle dans l'aggravation de cette situation. C'est là qu'on peut penser à une certaine manipulation politique de ces conflits des terres. Parce qu'il se raconte là-bas que comme on a trouvé des blocs pétroliers à Kwamut, quand on va commencer l'exploitation, mais il y aura des redevances aux chefs des terres de cette contrée. On a l'impression qu'il y a une sorte de course pour le contrôle de la terre en vue des redevances. La même chose pour la route nationale 17. On parle de la possibilité de goudronner, asphalter la route à partir de Mongata et Mongata en passant par Masiambio jusqu'à Bandundu. Certains disent, quand on avait asphalté la route Kinshasa-Kikwit, les chefs de terre avaient reçu beaucoup d'argent. Et tout ça, ça joue dans l'aggravation de ce qui se passe actuellement. Partant de toutes ces observations, j'ai fait quelques recommandations. 1. Le renforcement de la présence et de l'autorité de l'État dans les territoires de Kwamut et l'examen de la question territoriale pour réduire les distances entre les autorités et les administrés. Kwamut est un territoire abandonné. Il faut que les autorités du pays se penchent sur cette question. Cette confusion entre l'autorité de l'administrateur du territoire et les chefs des secteurs. Cette situation géographique de Kwamut, qui est éloignée de sa province d'origine, il faut rapprocher les administrés de leurs chefs. 2. L'appui matériel et financier conséquent à l'armée et à la police nationale. J'ai eu l'occasion de développer ça hier avec le Premier ministre. 3. La clarification par le ministère en charge des affaires foncières et coutumières de la notion de chef de terre. C'est pas clair. Qui est chef de terre? Vous avez vu sur l'image ces gens habillés avec leur apparat en rouge. Ce sont là les chefs de terre. Et dans un même village, vous pouvez avoir plusieurs chefs de terre. Cette notion n'est pas très claire. On ne sait pas qui sont-ils. Est-ce que ce sont les chefs de village? Est-ce que ce sont des chefs de groupement? C'est pas clair. Mais aussi la notion de redevance qui est à l'origine de ces conflits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions